Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Cyrulnik, de nous accorder cette interview pour présenter votre masterclass qui aura lieu à Bordeaux, au Palais des Congrès de Bordeaux, au Forum de la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, le 15 mai prochain. C'est grâce à Gérard Osterman, avec lequel on travaille communément, qu'on aura la chance de vous écouter lors de ce forum. Donc, le titre que vous nous aviez donné de votre masterclass, c'était justement Résilience et attachement, une approche écologique. Alors, effectivement, on a l'habitude de vous entendre sur ces concepts de résilience et d'attachement. Néanmoins, votre titre m'interroge. En quoi cette résilience et cet attachement peuvent être approchés de manière écologique? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est ça. De toute façon, la résilience, c'est un concept écosystémique, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un concept de laboratoire. Dans un laboratoire, on fait un objet propre. Mais nous, praticiens, vous, hypnothérapeutes, nous, praticiens, c'est une personne qui s'assoit à côté de nous avec son corps, son cerveau, son histoire, ses croyances, sa famille, sa culture. Donc, c'est pas un objet de laboratoire. Donc, c'est un objet, un raisonnement écosystémique. Et je proposerai trois niches. Une première niche écologique qui est l'utérus. Et on sait maintenant que depuis 40 ans, les travaux sont innombrables et depuis 40 ans, on sait que dans l'utérus, le bébé commence le façonnement de son cerveau et surtout de son cerveau émotionnel. C'est-à-dire que si les émotions de la mère vont participer à la construction du bébé, du cerveau du bébé qu'elle porte. Si la mère est sécurisée, le bébé aura autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. Si la mère est insécurisée, stressée, le bébé va déglutir les substances du stress, c'est-à-dire schématiquement le cortisol et les catécholamines qui abîment le développement de son système nerveux. Et le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives faciles à photographier en neuroimagerie et qui sont provoquées non pas par la mère, mais par le malheur de la mère. C'est-à-dire, c'est par la violence conjugale, la précarité sociale, la guerre, le tremblement de terre ou les épreuves de la vie qui ne manquent pas. Donc, ce n'est pas la mère qui est la cause de dysfonction cérébrale du bébé qu'elle porte, c'est le malheur de la mère, c'est-à-dire son histoire et ses relations. Sauf que on a une possibilité d'agir sur le milieu qui sécurise la mère, où on peut abandonner la mère et la laisser insécurisée, donc insécurisante pour le bébé qu'elle porte. Ça, c'est la première niche sensorielle. La deuxième niche sensorielle, c'est après la naissance, c'est le corps de la mère, le mamelon, les yeux, le regard. Dans l'heure qui suit la naissance, le bébé accroche le regard de la mère et reconnaît les basses fréquences de la voix maternelle. Si la mère est malheureuse ou morte ou absente, la deuxième niche sens écologique est délabrée. Donc, ou bien on soutient la mère et le bébé recommence un bon développement résilient, ou bien on abandonne la mère et le bébé reste très altéré. C'est-à-dire que la deuxième niche sensorielle dépend beaucoup de la manière dont on va entourer la mère. Qui entoure une jeune mère? Ça peut être celui que de mon temps on appelait le père, mais maintenant je ne sais plus comment il faut dire. Alors, est-ce que le père, c'est la grand-mère? Parce qu'il y a de plus en plus de femmes seules. 60% de femmes seules élèvent leur enfant seules, parfois deux enfants, seules ou avec leur grand-mère, ou avec un deuxième conjoint, ou avec une autre femme. Vous me suivez? Donc, Complètement. Mm. bonjour Madame la grand-mère, vous êtes le père.
Vous me suivez encore? complètement. Vous êtes, bonjour madame, la deuxième femme, vous êtes le père. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas su définir le père au moment de la première, de la commission des 1000 premiers jours. Donc, ce qui compte, c'est que le bébé trouve une mère sécurisante. Et là, il aura tout ce dont il a besoin, sauf en cas d'une maladie génétique ou en cas de maladie neurologique qui existent, bien sûr, mais qui sont extrêmement minoritaires. Dans l'immense majorité des cas, les troubles sont provoqués, non pas, je le redis volontairement, non pas par la mère, mais par le malheur de la mère, sur lequel on peut agir. Donc, si on n'agit pas, on est responsable d'avoir abandonné la mère. D'où les nécessités de décisions éducatives et politiques. La troisième niche sensorielle, c'est celle de la parole, qui commence dans l'utérus. Quand la mère parle, les basses fréquences de sa voix viennent vibrer contre le front, la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et le bébé, dans l'heure qui suit sa naissance, reconnaît la voix de sa mère, et ça lui sert d'objet tranquillisant. Mais si la mère est malheureuse, ou si elle est morte, ou si elle n'est pas là, ben, le bébé n'a pas son objet tranquillisant. Donc il est altéré parce que la mère est morte, parce qu'elle est malheureuse, parce que, etc. Et on voit que le façonnement de la troisième niche sensorielle, c'est celle qui caractérise la condition humaine, c'est-à-dire la parole et l'artifice. Et là, c'est un développement constant qui commence dans l'utérus, qu'on peut repérer dans l'heure qui suit la naissance et qui arrive seulement au bout de la deuxième année au monde des mots. Et c'est seulement à partir de la deuxième année que le bébé entend des mots qui désignent des objets contextuels. Et c'est seulement vers la cinquième, sixième année que le bébé accède au récit, que l'enfant accède au récit. C'est un récit qui lui dit, voilà, tu es musulman, tu es chrétien, tu es français, on est d'une famille provençale, on est d'une famille basque, etc. Et on entre à ce moment-là dans le domaine des récits de filiation, du récit des origines, qui joue un grand rôle dans la construction de l'identité de l'enfant, mais qui dépend purement des récits culturels. Et la troisième niche sensorielle, elle est donc construite progressivement par la parole dans l'utérus, après la naissance, au cours de la troisième année et au cours des récits des origines à partir de la cinquième, sixième année. Voilà quel sera mon plan pour répondre à votre question. Pourquoi raisonner en termes écosystémiques, écologiques, pour comprendre le développement des enfants et l'acquisition d'un attachement sécure qui facilite les apprentissages et la socialisation. Merci, merci Monsieur Cyrulnik pour cet exposé très 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 clair. Votre masterclass donc dure, en fait, ce qui était prévu, c'était une durée d'1 heure qu'on avait convenu. Merci beaucoup Monsieur Cyrulnik pour toutes ces précisions. C'est vraiment très clair. On vous écouterait pendant des heures. Enfin, et je suis persuadée que votre masterclass et que votre conférence plénière auront un grand succès parce que c'est toujours d'une très grande sagesse. Vos propos sont d'une justesse assez incroyable. Donc vraiment, je vous remercie de nous faire l'honneur de venir à ce forum, à ce modeste forum, et nous serons là pour vous écouter. Eh Et... bien, je suis content d'être avec vous à Hmm, cette belle ville avec des amis que j'aime bien, oui, réfléchir avec vous. merci. Nous avons une très grande admiration pour vous et vraiment, nous aurons plaisir à vous accueillir, Monsieur Cyrulnik. Ça sera un plaisir partagé. En tout cas, merci pour le temps précieux que vous nous accordez. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir.